Et Florent, du coup, tu t'es retourné au ciné là récemment? Écoute, un peu moins. Je me suis mis à regarder un petit peu les séries parce que finalement, je dois dire que j'ai un peu évolué et il y en a certaines qui sont pas mal. Il y a celle-là par exemple. Bonjour à tous, ici le Geekophile et Florent. Salut. Et on se retrouve cette fois-ci pour un top série 2022. On va vous parler de quelques séries qui nous ont plu. Donc ça peut être de nouvelles saisons ou des nouvelles séries, des mini-séries. Voilà, une saison 1, voilà, des trucs qui sont des fois très surprenants par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir, ou alors qui ont confirmé le fait qu'on pensait que c'était une grande série et au final, ah oui, en effet. Ouais. Moi, la particularité de mon top, ça va être à chaque fois que je vais vous présenter particulièrement la nouvelle série, et puis à chaque fois je mettrai un ex-aequo, mais en nouvelle saison. Ouais. Parce que j'ai vu assez de séries pour mettre nouvelle série et nouvelle saison dans le top. Parce que tu regardes beaucoup plus de séries. Voilà, c'est ça. Alors, en numéro 5, tu as mis The Pentaverate de Mike Myers. Ouais. De quoi ça parle? Alors, le Pentaverate, c'est donc un groupe secret de 5 personnes, Penta, qui en fait sont un petit peu l'antithèse des Illuminati, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir régner sur le monde, eux ils veulent aider le monde, ils veulent rendre prospère le monde, et donc on fait passer des grandes personnalités du monde pour mortes pour qu'elles puissent intégrer ce Pentaverate et sauver l'humanité dans le secret. Par exemple, des mécènes quoi. Des mécènes. Par exemple, je crois qu'à un moment il y a un portrait de Gandhi, donc en fait on comprend que Gandhi quand il est décédé, en fait il n'est pas décédé mais il a continué à prospérer au sein de ce Pentaverate, etc. Et au sein de ce Pentaverate, eh bien, a lieu un meurtre dans le premier épisode, et de là, eh bien, il va se passer qu'il faut trouver déjà un remplaçant. Donc ils vont prendre un remplaçant, et en parallèle de cette arrivée, c'est une initiation du remplaçant, et donc il va entrer avec nous, avec le spectateur, dans ce Pentaverate et le comprendre. Il va y avoir une enquête sur comment on va essayer de retrouver le meurtrier, pourquoi une personne du Pentaverate pourrait être supprimée, sachant que très peu de personnes sont dans le secret. Donc c'est assez vraiment assez restreint et un petit peu un whodunit, avec en même temps une introduction à ce truc beaucoup plus grand que lui. Et cette série, je la trouvais très très drôle parce que donc c'est vraiment l'humour Mike Myers, donc c'est l'humour un petit peu, donc il y a l'humour un peu graveleux de temps en temps, mais c'est pas particulièrement, en fait, c'est pas que ça. En fait, il y a énormément d'humour de situation. Il y a des choses en arrière-plan, il y a des choses aussi sur se moquer un petit peu aussi des manières de filmer dans certains pays ou d'autres. Par exemple, il y a un personnage canadien qui, quand il vit au Canada, en fait, il a un genre de filtre un peu neigeux, on va dire, quand il passe aux États-Unis, il y a des couleurs qui apparaissent, et il se dit putain c'est bizarre, et il le relève en fait en disant putain c'est marrant, aux États-Unis vous voyez pas les mêmes choses que nous. Et il y a des blagues comme ça un petit peu méta qui sont assez drôles. On a Mike Myers qui joue beaucoup des personnages parce que comme il aime le faire, il aime bien se déguiser, voilà, il aime bien se déguiser, et je trouve qu'il incarne assez bien chaque personnage, et c'est vraiment bien foutu. Notamment, je trouve que il y a le personnage du journaliste donc québécois que je trouve assez intéressant, qui va lui, il vit sur une petite chaîne, il est prêt d'être viré, et donc lui son rôle ça va être de trouver un scoop, et il tombe sur un complotiste qui lui dit on va voir le Pentaverate qui règne dans le monde, dans le secret, et donc là vont partir aussi ces aventures. Donc il y a un peu 3 aventures en même temps, et c'est pour moi plutôt bien mené. Oh, mais ça a l'air bien tentant. Et donc en ex-aequo, tu as mis The Boys saison 3, voilà, mais c'est mon top 5. Voilà. Donc The Boys, créé par Seth Rogen, Evan Goldberg et Eric Kripke. Bref. Donc là, The Boys saison 1, découverte de ce groupe un peu terroriste qui veut tuer des super-héros, et en fait non, c'est eux les gentils parce que les super-héros sont pas si gentils que ça. Dans le 2, l'évolution de leurs personnages avec un petit peu la cavale, et là dans le 3, on a quand même des super-héros qui commencent à péter les plombs, et surtout un protecteur qui se dit dans mes rêves les plus fous, je tue beaucoup de monde, mais en même temps il faut que je cache la vérité sur certaines vidéos dans des avions qui ont un peu disparu. Et on a des personnages qui retournent leur veste, avec des personnages qui étaient nommés dans la première saison,
qui apparaissent enfin. Ouais. Je pense à un gars qui contrôle un peu le feu. Mm. Et oui, c'est des gros délires. On Ouais. pense par exemple à ce personnage qui arrive à se réduire un peu à la Ant-Man pour faire des trucs à peine plus trash Oui. que dans Ant-Man 1 et 2. Oui. Et oui, des scènes très très marquantes. Je pense à cette scène dans l'évasion de l'asile là. Oui. Voilà, c'est quand même. C'est hard. Oui. C'est ce que je veux dire, oui. Et oui, je trouve que là, on a. Comme dans la première saison et la deuxième, c'était un petit peu développé. Là, on est vraiment à fond dans la critique de l'interventionnisme américain, avec le côté finalement presque anti-Trump. Enfin, Ouais, il y a un bah côté, ouais, il y a carrément un côté un peu. c'est bien foutu, c'est bien foutu. Mm. Alors, Ouais, je suis un gros fan de cette série, et l'avantage c'est que bon, c'est adapté d'un comic books aussi, et sauf que ça prend vraiment beaucoup de liberté par rapport au livre, et c'est ça qui est bien, c'est que on ne se fait pas spoiler, et même notamment on peut être surpris par cette série. Il se passe un événement dans la saison 3 que en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, et ça détruit complètement notre théorie sur la fin de la série, parce que eh bien, un des personnages il va arriver un truc à un des personnages qui n'arrivera pas dans le comics, et qui au contraire en fait va pouvoir permettre à ce personnage de faire autre chose. Et donc là voilà, je suis très flou pour éviter de spoiler, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui font que cette série elle est très intéressante, parce qu'elle permet de relire de manière plus contemporaine, alors que c'est pas très très vieux le comics, mais ça date des années 2000, la série The Boys, et franchement c'est très intéressant. On voit que le scénariste du comics, il est toujours pas trop loin, et il bosse avec eux, et ça se voit parce qu'il donne sa patte, et en même temps il laisse assez de liberté aux scénaristes et aux showrunners pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui est bien. Le truc de ce produit magique que tu prends pour avoir des pouvoirs quand on n'a pas, ça m'a un peu fait penser à The Power, Oui. mais c'est quand même plus maîtrisé. Oui. Et ça amène presque un côté un peu tendancieux sur certains pouvoirs. Et ouais, c'est un truc avec le petit soldat, Ouais. avec du coup le passé avec en flashback. Moi je trouve ça vraiment très très maîtrisé. Ouais. Et il y a une tension tout le long, voilà. Très prenant, j'ai hâte de voir la saison 4. Ouais, bien sûr, mais ça franchement c'est une série que je suis souvent. Toujours très bon. Alors en numéro 4, tu as mis Visitors de Simon Astier. Ouais. Alors c'était la première saison là ? Alors c'était la première saison là. Visitors, donc c'est la nouvelle série de Simon Astier qui avait fait déjà HeroCorp. Donc on reste sur cet humour Simon Astier. L'humour Simon Astier, ça se résume souvent à une personne un peu plus intelligente que les gens autour de lui. Pas plus intelligente que la moyenne, mais un peu plus intelligente que les gens autour de lui. Et là, c'est un jeune flic, un geek, qui était anciennement donc responsable d'un magasin de jeux vidéo. Il a délaissé ses amis du magasin de jeux vidéo pour devenir flic comme son père. Mais son père n'était pas trop aimé dans la police, et il sait pas trop pourquoi. Donc il se fait un peu bâcher par tous les flics, il se fait un peu malmené. Personne ne le croit, parce que le jour où il va découvrir un truc qui va se cracher dans la forêt, qui va s'apparenter à un ovni, un vaisseau spatial, lui il va le voir et il va dire putain faut que j'alerte les gens, puisqu'il va avertir les gens, et puis évidemment on va jamais retrouver ce truc là, donc on va le faire passer pour un con. Et bizarrement à ce moment là, deux personnages un petit peu à la Jack et Scully vont arriver avec des costumes et poser plein de questions et suivre de près cette personne qui commence à parler de vaisseaux spatiaux, etc. Et donc on a un peu une série mi-humour, mi-science-fiction, et avec donc des acteurs très communs, donc très courants de Simon Astier. Je pense notamment à Arnaud de Samer qui joue un personnage important dans la saison. Et je trouvais ça à la fois très drôle et très intéressant, et particulièrement le dernier épisode qui a un gros mindfuck à la fin, qui m'a fait dire j'ai hâte de voir la saison 2. Donc j'espère que ça va, j'espère qu'elle sortira. Normalement ça a plutôt bien marché, même aux États-Unis ça a réussi à être exporté, parce que c'était produit en partie par Universal je crois, ou Paramount, je sais plus, et donc ça a fini sur une des plateformes Paramount je crois, aux États-Unis. Donc apparemment il a même fait des avant-premières aux États-Unis, Simon Astier. Donc si ça a fonctionné, puis qu'on arrive en plus à exporter un petit peu le côté SF français, ça peut être pas mal. Bah oui, c'est pas fréquent. Et en ex-aequo, tu as mis HP saison 2, c'est ça, de Angela Soupe et Sarah Samorian Mertes. Voilà. Alors HP, je vais faire très très rapide. C'est donc HP, c'est pour hôpital psychiatrique. Et c'est l'histoire donc d'une jeune interne en psychiatrie qui intègre l'hôpital public et qui va disons être confrontée à la réalité
de l'hôpital psychiatrique, donc dans les patients psychiatriques qui vont être des patients atypiques, et aussi avec le côté hôpital public, la partie psychiatrique un peu sous-dotée, et donc on fait avec les moyens, et les moyens sont pas très importants. Donc on va avoir vraiment ce côté critique social, et en même temps un peu d'humour, et avec tous les problèmes que peuvent vivre les internes, etc. Il y a un côté réaliste, il y a un côté un peu fantaisiste, évidemment. Il y en a plein qui ont dit ouais, c'est pas totalement réaliste de la vie d'interne. Ah oui. C'est vrai, mais il y a quand même quelques vérités, et notamment sur l'hôpital public, qui sont quand même intéressantes à voir. C'est pas un documentaire non plus. Voilà, c'est pas un... Alors moi, en numéro 4, j'ai mis The Beer de Christopher Storer. Alors, c'est une série qui apparaît dans plein de tops de fin d'année, et je me suis dit, oh, dis donc, pour la vidéo, je vais la regarder, vraiment, il y a une semaine, j'ai regardé encore. Donc, c'est un gars qui a fait qui a participé au plus grand restaurant du monde, enfin le truc le mieux noté, et en fait il décide de revenir à Chicago parce que son frère qui était cuisinier est mort. Et du coup il dit bon bah je vais reprendre l'affaire, mais avec ma mentalité de chef de grand restaurant, mais pour finalement un restaurant qui fait des sandwichs quoi. Et en fait il arrive à créer une brigade, à créer une espèce d'unité au milieu de ce lieu, et il va se retrouver avec le cousin qui lui participait énormément avec son frère mort, et comme ça il va y avoir la création d'une brigade au sens propre et au sens côté un peu amical. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette série, c'est la mise en scène, parce que t'as une mise en scène à la Scorsese. T'as certains épisodes qui font 20 minutes, qui sont en plan séquence, où tu vas avoir une journée qui a l'air plutôt bien lancée, où il commence à faire un peu la préparation de viande comme ça, et il va y avoir un élément perturbateur qui va faire que la journée va aller de pire en pire, et on se rend compte qu'en 20 minutes, tout peut débloquer. Ça reste assez touchant, et ils arrivent vraiment à bien maîtriser l'humour. Je pense à une scène où il y a, des médicaments qui se retrouvent dans un punch, avec voilà, ça inclut des enfants. Et voilà, quand j'ai vu la scène, je fais waouh, où est-ce qu'ils vont aller avec ça? Et ils le traitent avec un certain détachement, et ça m'a vraiment beaucoup plu par rapport au ton qu'il prend. Et oui, voilà, il y a certains flashbacks qui sont plutôt touchants par rapport aux frères. Et bon, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Il y a un film cette année qui parle aussi de restauration. Oui. Dont on parlera dans une autre vidéo. Ouais. Alors, on passe au numéro 3. En numéro 3, tu as mis encore une série française, ouais. Tu as mis Désordre de Florence Foresti. Voilà, exact. Alors, Désordre de Florence Foresti, c'est quoi? C'est l'histoire, donc c'est un peu autobiographique imagé. Donc c'est l'histoire donc, de Florence Foresti qui essaye d'écrire son nouveau spectacle, mais qui dit qu'il n'a plus d'inspiration. Elle dit, mais j'ai tout raconté, etc. Et on lui dit, sa productrice lui dit, non mais il faut écrire un truc, etc. Donc elle va commencer à essayer de chercher des idées, mais en fait toutes ces idées elles sont nulles. Donc il y a son co-auteur qui dit ouais bon c'est peut-être pas ouf ça. Donc il y a vraiment tout ce côté de travail. Et en plus de ça il va y avoir tout le côté phobique de cette comédienne, avec notamment on va dire l'angoisse, enfin la dépression qui va être personnifiée. Donc il va y avoir une personne des fois en fait au tout début on voit juste quelqu'un qui vit avec elle, on pense que c'est un coloc et au final on se rend vite compte que c'est la personnification de la dépression et du malaise. Qui va dire non bah écoute tant que t'es pas bien je serai avec toi, etc. Avec donc tous ces déboires amoureux, avec l'histoire avec sa fille aussi, et c'est à la fois très touchant et très drôle. Moi il y a eu un ou deux épisodes qui m'ont fait vraiment beaucoup rire, tout ça pour arriver en fait, alors c'est un peu une vitrine pour son spectacle parce que son spectacle est sorti il y a peu aussi, mais ça fait un peu on présente comment on peut construire un spectacle et en même temps comment un comédien vit avec sa situation de comédien, sur la concurrence entre les comédiens, sur les remises de prix, sur tout le monde qui te veut toujours au top, etc., etc. Et je trouve ça très intéressant et à la fois drôle et touchant. Voilà. D'accord, ça a l'air plutôt tentant. Et tu as mis en ex-aequo avec Better Call Saul de Peter Gould et Vince Gilligan. Voilà, exact. La saison 6, la dernière saison. Normalement, ouais. Je pense que là. Alors c'est la dernière saison puisqu'elle vient boucler avec Breaking Bad. Alors je ne dis pas de quelle manière parce que donc c'est un spin-off préquel de Breaking Bad. Ça parle donc de Saul Goodman
Et on va arriver dans cette saison-là, en fait, à la conclusion de tout ce qui avait été mis en suspens dans les saisons d'avant. C'est une saison qui est... Des flash-forward, des flashbacks, des présents. L'avantage, c'est qu'on a, on va dire, entre guillemets, le présent de Saul Goodman après sa fuite à la fin de Breaking Bad. Donc ça, je suis obligé de juste de révéler ça. On y se retrouve dans une situation et on a donc sa situation actuelle qui va être en noir et blanc, et quand on revient dans le passé, on va voir retour à cette image très Breaking Badienne, très mexicaine, un petit peu jaunâtre, avec le style Albuquerque, voilà, et toutes ces déboires de comment il en est arrivé à Breaking Bad, voilà. Donc série qui pour moi est vraiment excellente, presque meilleure que l'original, et qui conclut extrêmement bien cet art scénaristique avec pour moi un des meilleurs personnages de la série Breaking Bad. Ah, oui, après qui était plutôt cool, plutôt comment dire, malsain. Ouais, c'est ça. Un peu filou, et on voit comment toute cette série, c'est une construction de comment il va devenir malsain alors que c'est quelqu'un de presque innocent au début. Ouais. Je dis presque parce que bon. Il faut que je la regarde, Maintenant que c'est terminé, je vais m'y mettre. Alors moi en numéro 3, j'ai mis la nouvelle saison de Stranger Things de Matt et Ross Duffer, donc les frères Duffer. Donc la saison 3, j'avais trouvé un petit peu en demi-teinte par rapport à tout ce côté années 80, feu d'artifice, centre commercial, tout ça. Et là, dans la saison 4, je me suis dit, waouh, mais c'est peut-être la meilleure saison de toute cette série, où on a une espèce de triple narration, donc avec ce personnage de Eleven qui est dans un endroit secret, où on essaie d'attraper ses souvenirs et savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Si, remets-toi dans cette idée des années avant, qu'est-ce qui a pu se passer avec cet événement particulier. On a dans la ville, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Hawkins. Hawkins, ouais, c'est ça, Hawkins. On a une entité un peu paranormale qui commence à agir de façon très brutale. Ouais. Oui. Et on a aussi la mère de famille qui essaie de retrouver le shérif qui lui est dans un goulag en Russie. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait vraiment road trip. Oui, bah, bien sûr. Pour pas mal de gens. Voilà, le groupe se sépare pour, je veux pas dire ce qui se passe, mais peut-être éventuellement se retrouver à un moment. Mais c'est tellement bien fait. Ouais. Et il y a des scènes qui sont ultra marquantes par rapport à cette musique, quoi. Et oui, c'est super beau. Le personnage de Vecna, donc le méchant de cette saison, est franchement bien écrit, parce qu'ils auraient pu faire un méchant premier degré. Oui, bien sûr, ouais. Et là, on voit l'influence Freddy Krueger, qui agit dans les souvenirs, enfin dans les rêves. Les rêves, ouais. Et le personnage de ce joueur de Donjons et Dragons, je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est Eddie. Eddie, qui est tellement mignon, tellement sympa, on a tous envie d'être potes avec lui. Ouais. Et oui, il y a même un côté à un moment où ils arrivent dans cette espèce de dimension parallèle qui était déjà présente dans les 3 premières saisons. Upside Down. Mais ouais, l'Upside Down qui est vraiment géré avec une certaine physique. Quand il passe, voilà, le truc qui devient à l'inverse, c'est brillant. C'est vraiment bien foutu. C'est super divertissant tout le long. Et ouais, c'est hyper bien écrit. Moi, j'ai pris mon pied sur toute la saison. Et j'ai hâte, je crois que la saison 4, c'est la dernière. La saison 4, c'est censé être la conclusion, ouais, je crois. Pardon, la saison 5, ouais. Oui. Et oui, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils veulent terminer tout ça. Mais ce qui est bien avec cette série, pour juste conclure, c'est que vraiment, les scénaristes ont compris que leurs enfants grandissaient et vont leur mettre des problématiques de leur âge au fur et à mesure, et c'est ça qui est très intéressant aussi. Et puis c'est pas des séries teenage, alors que Netflix en fait quand même pas mal. Peut-être trop. Alors on passe au numéro 2, une série Star Wars. Oui. Tu as mis Andor. Oui. De Stephen Schiff. Ok. Alors de quoi ça parle Andor? Et bien à quel moment ça se passe? Ça va parler de Cassian Andor, qui est donc un des protagonistes du film Rogue One. Ouais. Et donc ici on a l'avant Rogue One, où on va voir la naissance de ce rebelle, on va dire,
la naissance de l'esprit rebelle de ce jeune, on va donc le suivre à travers, on va dire, une cavale en fait. Il va être poursuivi pour des choses qu'il a faites. J'en révèle très peu pour que vraiment il y ait une surprise. Et en même temps, on va avoir toute une naissance donc de la rébellion sur une planète sur laquelle elle est. Et ce qui va être très intéressant avec cette série, c'est presque pas Andor. En fait, à chaque fois, je trouve que ce que Star Wars fait le mieux actuellement chez Disney, c'est s'intéresser aux personnages dont on ne connaît rien et dont on ne connaît rien et qui ne sont pas les personnages iconiques. Quand ça s'intéresse à Boba, quand ça s'intéresse à Obi-Wan, c'est pas intéressant. Quand ça s'intéresse à une générale des services de renseignement de l'Empire, dans Andor notamment, là ça devient intéressant. Parce que le personnage, on sait rien, on a tout à apprendre de lui, et c'est ça qui est intéressant. On cherche pas juste à remplir des trous dans sa chronologie. Et je trouvais ça très intéressant, avec aussi un aspect au niveau réalisation qui est pour moi la meilleure réalisation Star Wars en termes de série depuis longtemps, parce que le Mandalorian utilisait beaucoup l'écran, voilà, et ça crée ça très peu, on va dire, de dynamique dans l'action. J'ai vu la bande du dernier Mandalorian, ça a l'air de partir un peu plus dans ce style de réalisation, style là plutôt Andor, avec plus des grands espaces, etc. Et The Mandalorian en a besoin parce qu'on en a marre de rester sur des plans où il y a l'écran derrière et on reste sur un décor plateau où on n'a pas beaucoup de place. Donc là on a des grands espaces, on a de la réalisation et on a un scénario qui est bien écrit, donc voilà, je peux que recommander Andor, qui est pour moi la meilleure série Star Wars avec The Mandalorian. Et avec autant de qualité, évidemment, ça a bidé. Hein, que le public finalement se dit non, on s'en fout de tout ça. La montée de la rébellion d'un point de vue politique et tout ça, non, c'est trop compliqué. On va pas s'intéresser à ça. C'est dommage. Franchement, c'est une très bonne série. Et tu as mis en ex-aequo la nouvelle saison de OVNI. C'est OVNI saison 2. OVNI saison 2, c'était une série qui est sortie sur Canal+. Donc de Clémence Dargue et Martine Douai. Ça parle donc du GEPAN, donc c'est la société qui étudie les ovnis en France. Et donc dans cette société, eh bien on suit des personnages plus ou moins haut en couleur, enfin plutôt haut en couleur, qui vont observer des phénomènes étranges. Celui qui était le sceptique dans la saison 1 commence à voir des choses qui n'arrivent pas à expliquer et il va commencer à se dire « Ah, peut-être qu'il y a des choses qui existent au final » et ça va devenir très intéressant parce que il va un peu être viré de son poste parce qu'il va commencer à être pour les autres scientifiques qui n'ont pas vu les preuves plus rationnel, donc non, c'est bon, ça y est, il a vrillé comme tous les patrons du GEPAN, donc on le dégage. Et donc c'est assez cool, assez drôle, et la bande son est géniale. Donc c'est quand même un humour qui est très différent de The Visitor. Oui, c'est... Qui parlait aussi d'Alien, mais là... C'est ça. Là on est plus sur un truc plus construction de presque un thriller en fait, mais thriller un peu léger, c'est pas non plus tout sous tension tout le temps, et je trouve que c'est très fun, ça retranscrit très bien l'époque des années 60-70, et je trouve ça vraiment bien foutu. Alors moi en numéro 2, j'ai mis Dahmer de Ryan Murphy et Ian Brennan. Donc là, c'est la série dont tout le monde a parlé, qui doit finir dans le top 3 des séries les plus vues sur Netflix depuis la création, je crois, vraiment. Donc ça parle de ce tueur en série qui attaquait principalement des homosexuels, qui les ramenait dans son appartement horrible pour leur mener à des sévices monstrueux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment l'acteur joue ça. Comment il arrive à mener ce truc mais malsain au possible. Il a l'air timide, il a l'air sympa, les gens se laissent berner, et puis finalement finit dans le drame. Et ce qui est beau, c'est qu'on a plusieurs points de vue. Déjà on a sa jeunesse, on a la culpabilité du père, la mère un peu démissionnaire, la voisine qui sent des trucs, qui appelle les flics et finalement les flics s'en foutent un peu. Voilà, et en termes de mise en scène, il y a toujours cette espèce de filtre jaune brun comme ça, c'est un truc un peu il ramène une froideur. C'est un peu les villes chaudes mais filmé avec un truc froid. C'est assez étrange, mais ça laisse une série qui est pleine de suspense et qui se prive pas d'aller vraiment dans
dans l'évocation. On voit pas beaucoup d'événements réellement gore, mais juste le sound design ou comment dire, des témoignages par rapport à ce qui a pu se passer, c'est ça qui rend le truc glaçant. Et c'est vraiment très bien maîtrisé. Et oui, sur Netflix, il y a énormément de programmes qui situent des tueurs en série qui parfois ont existé, qui sont pas tout le temps des séries très intéressantes, mais celle-là, oui, ça reste une des plus recommandables, avec peut-être Mindhunter. Ouais. Et petite aparté sur cette série, il y a un comics qui s'appelle Mon ami Dahmer, qui est donc écrit par un scénariste qui a connu dans sa jeunesse, qui était dans le même lycée que Dahmer. Et après avoir commencé à regarder la série, je pense qu'il y a une partie qui a été inspirée, notamment parce que c'est toute la partie jeunesse. Il y a certains extraits qu'on retrouve presque mot pour mot dans la série par rapport au comics. Donc je conseille le comics qui est très intéressant aussi à voir. Et donc en numéro 1, tu as mis House of the Dragon de J.R.R. Martin et Ryan Coddle. Voilà. Oh, mais de quoi ça parle? Personne n'a jamais entendu parler de cette série. Ouais, très bankable au niveau de la série, je suis pas très original là-dessus. Ah ouais, t'as parlé de séries françaises. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Personne n'a jamais... Il y a très peu de gens qui ont parlé de séries françaises dans la top série. C'est bien. Et donc là, voilà, donc c'est House of the Dragon, c'est le préquel de Game of Thrones. Et le préquel, pas à la Star Wars, le préquel très en avant. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça va raconter. Ici, c'est même le préquel aux événements qu'on va appeler la danse des dragons, de mémoire, qui est donc un conflit entre deux grandes familles d'origine targaryenne. Et donc ici, on va voir la montée en tension, c'est-à-dire qu'on on va voir presque tout le règne de Viserys II, je crois qu'il s'appelle, Viserys II, qui donc on va voir avec toutes les femmes, les enfants qu'il a eus, et à chaque fois on a des petites ellipses temporelles entre chaque, et on va avoir une montée de la tension qui va se faire progressivement tout au long de la saison, et c'est ça que je trouvais très très bien foutu. C'est une sorte de famille un peu à la petite maison à la prairie. Enfin, c'est des trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon très joyeux, c'est très bon enfant. Il y a de l'inceste, il y a de la violence, il y a de l'arrachage de membres, donc vraiment très très familial. Oui, feel good quoi. Feel good, voilà, tout à fait. Mais extrêmement bien joué. Il y a presque une déception, c'est qu'en fait il y a une jeune actrice deux jeunes actrices qui jouent les deux personnages principaux, on va dire, sur la première partie de la saison. Et puis ils évoluent au terme de voilà, comme en fait il y a une évolution, et ils changent le casting au milieu et ils passent sur deux actrices qui se débrouillent très très bien aussi. Mais les jeunes en fait dépotent tellement qu'en fait il y a eu quand même un petit 20 minutes d'adaptation, je trouve, entre les deux actrices, mais vraiment qui se passe quand même très très bien, et j'ai vraiment hâte de voir, parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait dire presque qu'il se passe pas grand chose, c'est vraiment que du préquel au conflit, et c'est génial de maîtriser aussi bien un préquel au conflit, et c'est là où on voit que J.R.R. Martin est derrière, parce que c'est sa spécialité, c'est faire monter la tension très lentement, mais de manière très fine, et on se dit oula, ça va couiller, on le sait, mais pourtant en fait c'est brillant, voilà. Et donc tu l'as mis en ex-aequo avec Le Flambeau, voilà. La nouvelle série de Jonathan Cohen. Voilà, c'est ça, suite entre guillemets, suite de La Flamme, là on va plutôt parodier Koh-Lanta, et moi c'est une série qui m'a fait beaucoup rire, voilà. Je sais que tout le monde n'est pas friand de cet humour-là, j'ai des potes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout aimé, mais je comprends complètement, mais moi ça me fait beaucoup rire, notamment le personnage de Gérard, c'est pas Lanvin, c'est Gérard Darmon, qui me fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé Jérôme le Commandeur. Oui, Commandeur aussi, en présentateur. Tu sens qu'il est un présentateur joyeux, et plus ça avance, plus tu sens qu'il est blasé. Il est blasé. Et c'est quoi cette équipe de merde? Et il y a des références cinématographiques qui sont très très drôles, notamment avec un SUV. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse découvrir. Et moi, en numéro 1, j'ai mis Pam et Tommy de Robert Siegel et David Devantis. Alors là, très grosse surprise, parce que quand j'ai vu les affiches, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une télé-réalité sur Disney+, en plus, sur Pamela Anderson et Tommy, ce joueur de rock d'un groupe dont je n'ai plus trop le nom, enfin, succès dans les années 80, etc. Et je me suis dit, mais de quoi ça va parler? Et en fait, non. C'est une série qui se passe dans les années 90, avec l'histoire de leur sextape. Mais ce qui est intéressant, c'est les points de vue. Parce que là, dans cette série, en fait, on va se centrer au début sur un menuisier, simplement, qui est
comment dire, embauché par Tommy pour faire une espèce de super bésodrome. Et à un moment, on lui dit, ouais, en fait, change complètement ce que t'as fait. Il dit, ah, bah, attends, j'ai complètement fini mon travail. Il fait, oui, mais en fait, ça m'intéresse plus. Rachète des outils, recommence à travailler. Je fais, ouais, d'accord, mais je suis pas payé, là, il me faut au moins une avance. Il fait, oh, c'est bon, on verra plus tard. Et lui, bah, excédé, il en a marre, il a investi de l'argent, comme ça. Il se dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai qu'à braquer son coffre. Comme ça, je récupérais mon argent. C'est ce que tout le monde fait. Hein. Et en ouvrant le coffre, il tombe sur leur sexy. Il la voit, il fait waouh, mais c'est un truc de dingue et tout. Et là, il commence à faire des copies pirates et il commence à se faire de l'argent avec ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir l'avènement d'Internet et en fait, malgré lui, il va un peu participer à la démocratisation d'Internet avec des gens qui vont se connecter à Internet, acheter même des modems, tout ça, uniquement pour regarder cette vidéo. Et on va voir en parallèle de ça la vie de Pamela Anderson et de Tommy, qui elle va être complètement chamboulée et détruite parce que finalement au début ils vont se dire mais attends qu'est-ce que c'est que cette histoire, ma cassette, mon coffre, je comprends pas, et ils vont voir le truc diffusé partout et au début ils vont être complètement intrigués et ensuite ils vont se rendre compte des répercussions que ça peut avoir sur leur groupe et elle sur sa carrière d'actrice où les gens vont finir plus du tout par la prendre au sérieux. Déjà qu'elle sortait d'Alerte à Malibu, elle voulait se lancer dans des rôles un peu plus profonds, un peu plus sérieux. Finalement, elle est engagée que pour son physique. Donc c'est très profond, et je m'attendais vraiment à rien sur cette série. Les acteurs jouent vachement bien. T'as des scènes qui sont presque lunaires, où tu vas voir Tommy qui va parler à sa bite. Mais d'où est-ce que ça vient? Et après tu te dis attends, c'est sur Disney+, ça? Je sais oui, c'est la catégorie adulte. Ouais, c'est sûr. Mais oui, c'est maîtrisé. C'est réalisé en partie par Greg Gillespie, qui avait fait récemment Cruella. Et là je me dis ah ouais, non mais là c'est vraiment mieux maîtrisé. Et elle a été pas mal encensée cette série Pam and Tommy, et je vous la conseille très fortement. C'est de surprise en surprise. Très bien. Ben, c'est tout pour les séries top de l'année 2022. En espérant qu'il y ait de nouvelles séries qui nous plaisent. Oui, tout à fait. Alors, peut-être des adaptations de jeux vidéo, on sait pas. Hein. Oui, possiblement. Ouais. Et donc on se retrouve nous très vite pour des vidéos sur des films cette fois-ci. Et on se dit donc à très vite. Finité. In contact.